Je me suis débarrassée des gamins, tout va bien. Qui a dit cette chose horrible? Diane. Non, c'est Chris. Il faut que quelqu'un se dénonce. On balance pas les enfants pour discuter avec nous. C'est Christina et je les ai pas balancés, je les ai renvoyés chez leur père. Bravo. Ah, mais alors, alors, Christina, je n'ai que la moitié de ton visage. C'est déjà un bonheur de te voir. Mais comment tu vas? Ça va? Mais ça va très bien. Ça va très bien. Mais là, c'est. Alors, tu n'as que la moitié de mon visage. Comment ça, que la moitié? Non, mais je crois que c'est que moi, en fait. Non, tu as la meilleure moitié, en fait. Oh mon Dieu. Allez, on démarre ce 16e apéro avec Gilles Le Gardinier qui est avec nous ce soir pour 1 heure de folie. Merci Gilles d'avoir répondu présent à notre invitation pour l'apéro des carreaux. Ah bah avec bonheur. Merci à vous deux de m'avoir invité. Avec plaisir. Écoute, on a adoré toutes les deux ton livre. Une chance sur 1 milliard qui est sorti il y a quelques semaines chez Flammarion, qui a d'abord été dans des librairies qui n'étaient pas ouvertes et qui depuis quelques jours est de nouveau en accès libre dans des librairies. Ouais. On l'entend pas bien. Voilà. Comment ça c'est? Alors, on commence notre petit... Alors, pardon, avant de commencer, détail technique, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Parce que sinon, ça fait des bruits de fond et vous pouvez les rallumer si vous avez une question à poser ou poser vos questions dans le chat, comme d'habitude. Comme ça se passera bien. Mathieu, a priori, certains n'entendent pas bien Caro. Moi? Voilà. Okay. Juste petite info, ce qui est passé dans le chat, pour être Alors, sûr que ce soit bien vous avez beaucoup d'habitués, mais les autres ne savent pas qu'en fait, vous retenez un homme qui s'appelle Mathieu et qui est absolument charmant en otage et qui fait toute la technique. Mathieu, merci pour ton aide. Merci Mathieu. Ouais, il est sympa, Mathieu. Il est parti, Mathieu. Non, il est là, il supervise. Alors, je parle un petit peu plus fort. Donc, notre petit rituel, Gilles, c'est de commencer à demander à l'auteur de se présenter. Parce qu'on te connaît, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ah non, Sylvie, il ne faut pas partager son écran. C'est pas grave, c'est un détail d'organisation. Donc, qu'est-ce que tu veux que je me présente, c'est ça? Oui, je voulais que tu nous racontes qui tu es, d'où tu viens, comment tu as commencé à écrire, tout ça, on veut tout savoir. Ok, d'accord. Alors, pour que ce soit intéressant, on va faire court. Je m'appelle Gilles. Je suis né à Paris, dans le 6e arrondissement. La première chose qui m'a attiré, c'était le cinéma, parce que pour moi, c'est le premier moyen que j'ai découvert de partager des émotions de façon puissante. Quand j'étais petit, il y avait déjà la télévision en couleur. On ne mangeait pas des racines dans la campagne. Et en fait, mes parents nous emmenaient voir le dessin animé de l'année qui était souvent un Disney. Et je me souviens très bien de l'effet que me faisait la salle quand elle était pleine et que les gens réagissaient ensemble. Et en fait, pour moi, le spectacle, il était presque autant dans la salle, à voir les gens rire ou s'émouvoir ensemble, que sur l'écran. J'aimais bien les films, mais j'aimais presque plus voir la salle. Et très naturellement, dès que j'ai pu, ça veut dire à 13-14 ans, je me suis orienté vers le cinéma parce que pour moi, c'était le meilleur moyen de faire naître des émotions. Et j'avais pas du tout envie d'être devant la caméra. Je suis pas quelqu'un qui aime la lumière. Mais parce que d'abord, on n'est plus libre dans l'ombre. Et il y a une deuxième chose, c'est que j'ai pas une absolue confiance en moi au début. J'ai plus confiance en moi depuis que je vous fréquente toutes et tous. Et du coup, je suis parti vers le cinéma. Et puis, en travaillant d'abord dans les effets spéciaux au cinéma, je me suis rendu compte que l'émotion ne naissait pas, même si la technique est importante et qu'on ne peut rien faire sans. Je me suis rendu compte que l'émotion naissait à l'écriture, déjà l'écriture des scénarios, puis après la direction d'acteurs, et puis après le montage. Et donc, je me suis approché de l'écriture, et puis j'ai travaillé sur pas mal de films, et à un moment, je me suis dit, souvent, j'ai eu la chance de travailler sur beaucoup de tournages qui étaient des expériences fabuleuses, mais les films étaient mauvais. Il faut être très clair, c'était quasiment un scandale d'envoyer les gens voir ça. Ça arrive encore aujourd'hui, hein. Vous avez des films très très chers qui en fait sont de pure daube. Mais par contre, ça fait des tournages absolument fabuleux. Et du coup, je me suis dit, si jamais j'écris et que je tente ma chance, ça ne devrait pas déséquilibrer l'univers parce que pas mal de gens qui n'auraient pas dû le faire l'ont fait. Et puis, j'ai commencé à écrire, d'abord des thrillers parce que très garçon,
Et puis j'aime que ça aille vite, j'aime pas perdre de temps comme dans la comédie, mais c'est vraiment un truc, j'aime pas m'ennuyer, j'aime pas ennuyer les gens. Et puis après, le reste, c'est tout votre faute. Hein. Voilà, ça a commencé à marcher un petit peu, et puis je me suis senti plus libre. Je suis passé à la comédie en étant convaincu que ce serait mon dernier livre. Et puis à un moment, ça a dérapé. Ça fait 10 ans que ça a dérapé pour mon plus grand bonheur, et j'espère le vôtre. Et le nôtre, exactement. C'est ce que je voulais dire, c'était que tu es un auteur touche à tout, en fait. Tu as même écrit des livres pour enfants, je les montre, qui sont encore dispo chez Pocket Jeunesse. Voilà, tu as écrit des polars. Moi, je t'ai découvert aussi avec le polar. Tu as écrit des comédies, tu as écrit des livres avec ta femme aussi, Pascal. Et puis, tu as écrit cet ovni aussi, un petit peu, qui est entre le roman et le roman policier, en fait. Je ne sais pas si c'est un ovni. C'est une bonne définition, mais après, tu sais, alors tous les livres dont tu parles prennent leur place dans la carrière de façon assez particulière, parce que les premiers, les jeunesses, qui pour moi n'étaient pas réellement des romans jeunesse. Tu as beaucoup d'adultes aujourd'hui qui les lisent, et puis tu as également des gens très jeunes qui lisent mes livres d'adultes, entre guillemets. Donc la notion du livre, elle est toujours très… Tu as des gens de 50 ans qui restent cramponnés à la littérature adolescente, et c'est leur droit. Et tu as des gens qui, effectivement, j'ai des lectrices ou des lecteurs qui ont 11-12 ans et qui lisent mes livres en saisissant absolument toutes les nuances. C'est vraiment un rapport très particulier au livre. Ça t'intéresse pas, en fait, Caroline? J'ai Mathieu qui vient d'arriver, du coup, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? On m'entend pas? Oui, parle plus fort. Faut que je parle plus fort, ok. Si, on t'entend très bien, Caro. On t'entend. Si tu peux parler avec la langue des signes, Caro, ce sera mieux. Bientôt, on fera du sous-titrage aussi. Ouais. il y a des gens avec qui c'est nécessaire. Alors, on est là pour parler de ta nouveauté. Mathieu, je vois plus rien là du coup. Hein. Je sais pas le. Merci. Voilà. Pardon. Donc ta nouveauté, Une chance sur 1 milliard. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que du coup c'est une sortie un petit peu particulière, puisque il n'y a pas de salon du livre, il y a très peu de dédicaces en librairie. Il n'y en a quasiment pas. Cette sortie de livre, toi Alors, qui aimes les lecteurs et qui aimes les rencontres. Alors, si tu veux, au-delà de la sortie de livre, parce que la sortie du livre, c'est une chose. Après, la sortie du livre, c'est un bout de ma vie. Et plus fort que la sortie du livre, il y a toute la vie qu'on a, enfin, toute cette année particulière qu'on a passée ensemble. Moi, alors, tous ceux qui m'ont déjà rencontré le savent, j'aime bien le contact, j'aime bien l'aspect spontané, les rencontres, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Donc, c'était une année extrêmement frustrante pour moi. Mais je ne suis même pas certain que j'aurais réussi à bien écrire pendant le premier confinement. Ce livre-là était quasiment terminé avant le début du premier confinement. Et ce qui m'a permis après, pendant le confinement, de m'occuper des gens. C'est un truc c'est ma nature, j'aime ça. Et j'ai besoin de fonctionner en équipe, j'ai besoin d'être privé des gens, c'est le pire qui puisse m'arriver. Et du coup, en fait, la sortie du livre, c'est quelque chose d'assez paradoxal, parce qu'effectivement, tu le disais tout à l'heure, il y a des librairies qui ont été ouvertes pendant un moment, puis qui ont fermé, et puis il y a des gens qui ont attendu, il y a des gens qui… si on veut un livre encore aujourd'hui, on peut y arriver, même si c'est compliqué. Il faut tous être solidaires dans cet environnement un peu complexe. Mais c'est surtout les gens, plus que la sortie, qui aura été contrariée. Je suis solidaire de mes auteurs qui sont plus fragiles et pour qui, effectivement, cette espèce de choc, de décalage qu'il peut y avoir peut les mettre en danger. De mes collègues éditeurs aussi, il y a certaines maisons d'édition qui souffrent. Évidemment, des libraires qui sont en première ligne et pas uniquement… par tous les endroits où il y a des vrais libraires, et là je m'adresse à toi, je te connais à la FNAC, j'ai des amis chez Cultura, j'ai des amis chez Leclerc, j'ai des amis… Le passage des livres, il y a pas… c'est une nature, c'est pas un lieu unique, c'est vraiment des gens qui ont le talent de faire partager leur amour des livres au public que l'on peut être. Donc en fait, c'est surtout un manque des gens. Pendant le premier confinement, j'ai eu l'idée de faire un truc qui a très bien fonctionné, c'est que j'ai mis à la disposition des lectrices et des lecteurs une adresse mail sur laquelle ils pouvaient envoyer leur numéro de téléphone, et je tirais dedans au hasard, je tirais des messages au sort, et je les appelais sans savoir où je tombais, chez qui je tombais. Ça a été extraordinaire. Donc j'ai continué un peu dans l'été, et quand le confinement a été remis début novembre, là, tout de suite j'ai remis en place ce système-là. En 3 jours, on a eu plus de 7200 numéros de téléphone.
C'était juste phénoménal. Et bon, alors ce soir, je ne l'ai pas fait parce que je suis avec vous. J'ai passé que 2 coups de fil. Mais sinon, tous les soirs, je prends le temps d'appeler 4, 5, 6. Ça peut aller jusqu'à 8 personnes par soir. C'est génial. Et comment t'es venue cette idée? RTL, et maintenant, il y a les coups de fil de Gilles Le Gardinier. Il y a moins à gagner. Il y a moins à gagner. Si tu me donnes une somme au-dessus de 10 000 euros… Il y a peut-être en fait beaucoup plus, humainement parlant. Ouais. C'est gentil, c'est gentil. Et comment t'es venue cette idée de proposer aux gens de passer un moment avec toi, même si c'est à distance? Alors, il y a 2 choses, en fait. C'est que quand je fais les rencontres, bah, tu en as été témoin, tu me le disais tout à l'heure, très gentiment, Caroline, il y a énormément de monde. Et c'est pas que je prends du temps avec tout le monde, c'est que les gens viennent avec des choses à me dire et que ça m'intéresse. Et je pense qu'ils sentent à travers mes livres et à travers ce que je suis que je ne suis pas là. C'est pas une gentillesse de façade. Il y a des tas de gens qui maîtrisent parfaitement la communication sur les réseaux sociaux et qui, en fait, ne sont pas ce qu'ils ont l'air d'être. C'est leur problème, ça ne me pose absolument aucun problème. Mais moi, j'aime bien ce contact réel. Si je ne suis pas tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il m'arrive d'être dans les hôpitaux, dans les prisons, partout où on ne vend pas des livres, mais où les gens ont besoin de ce qu'on peut être. Et je crois que c'est aussi notre devoir en tant qu'auteur d'amener de la distraction quand vous le voulez à travers nos livres, mais aussi d'amener une image humaine qui soit… plus tempérée, plus douce, plus chaleureuse, presque familiale. Et pour moi, c'est une notion qui est très, très importante. Je fais attention, j'essaie de répondre à tous les courriers papier que je reçois. J'ai été obligé d'arrêter ma boîte mail parce que les derniers temps, je recevais entre 160 et 180 messages jour. C'était juste, je ne pouvais même pas les lire. Et du coup, en fait, j'essaie de faire attention aux gens. Et pour moi, le bon moyen, c'était… d'avoir, des fois je passe 10 minutes avec les gens, des fois je passe une demi-heure, il y en a avec qui je reste 3/4 d'heure au téléphone, mais à chaque fois je ne sais jamais où je tombe. Et c'est un vrai contact. Alors c'est pas de la communication de masse, et je déteste ça, mais par contre pour moi c'est une marque de respect, d'affection et d'attachement aux gens pour qui je travaille. Ça a réagi beaucoup dans le chat, effectivement, pour te remercier pour cette humanité qui fait tellement de bien. Et il y a Annick qui en profite pour dire que 7200, elle comprend mieux pourquoi son téléphone ne sonne pas. Alors, accessoirement, pour répondre s'il y a des gens qui ont envoyé leur numéro, je suis toujours dans les 2 premiers jours d'envoi. Parce que les gens se sont déclenchés tout de suite. Donc, je reçois encore des messages. Mon équipe me dit qu'on reçoit encore des messages aujourd'hui. Mais pour le coup, je suis encore en train de tirer au sort. Le très gros des numéros est arrivé dans les tout premiers jours. Donc, je suis encore dans on a fini le premier jour, je crois. Et on est dans le 2e ou pas loin du 3e. Donc, pardon, merci pour votre patience. Et puis, voilà. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres confinements. Gilles, on parle des premiers jours du mois de mars. Hein. Là, tu es sur le mois de mars, c'est ça? Non, du mois de novembre. Non, novembre. Et je me souviens de Geneviève à Saint-Maur-en-Poche qui était venue te voir, qui est bibliothécaire, et qui était venue me voir justement parce qu'elle avait une fan à toi, une vieille dame qui adorait tes livres. Et en fait, elle était venue te voir avec moi pour te demander si tu accepterais de l'appeler. Et tu l'avais appelée, elle avait passé, la petite mamie, elle avait passé un super moment. Donc, c'est vrai que tu avais commencé bien avant le confinement à passer des coups de fil à tes fans. J'adore ça, mais j'essaie… Enfin, si tu as ce pouvoir de rendre les gens heureux en étant juste la petite personne que tu es, mais bien sûr que ça doit servir, c'est juste phénoménal. Et en plus, la réaction des gens, elle est juste… Alors maintenant, ça arrive moins parce que les gens savent que j'appelle, mais quand je le faisais bien avant le confinement, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me raccrochaient au pif. Ah oui, je me suis fait traiter de mytho. Il y avait une dame qui avait gagné un concours, donc je l'appelle un soir et elle me fait « espèce de mytho hein », et elle raccroche. Bon, on a fini par se parler, depuis elle s'en veut toujours, c'est phénoménal. C'est assez rigolo, même pour toi. On a une chanceuse parmi nous, c'est Sandy, apparemment tu l'as déjà eue. C'est possible, ouais. C'est une bonne façon de fêter cet anniversaire. Là, tu en parlais au début, les 10 ans de rencontre avec tes lecteurs. J'ai lu effectivement ton dernier livre et la partie « Et pour finir », c'est ça Moi, j'adore les remerciements. Là, ce n'est pas des remerciements, c'est au-delà de ça. Tu nous parles un petit peu de cet anniversaire que tu es content de fêter cette année, même si on ne peut pas se voir. Ouais, c'est pas content de fêter, tu te rends compte la chance que ça représente, ouais, bien sûr. C'est en fait c'est le 10e bouquin qui sort et qui a priori devrait, comme les autres, être un best-seller en termes de métier. Et pour moi, ça représente pas une réussite sociale, ça représente un aboutissement humain. Parce que c'est vrai, quand j'ai écrit, j'ai jamais écrit en me disant
que je deviendrai célèbre ou que j'aurai un public. Je ne suis pas propriétaire du public. Je travaille pour les gens qui ont envie de se détendre. Et en plus, avec 35 ans de cinéma dans les jambes, la célébrité, je sais ce que c'est. Je côtoie régulièrement des gens qui sont planétairement célèbres. Et quand tu vois ce qu'est la notoriété d'un auteur de littérature, c'est rien à côté. C'est rien à côté. Donc, ça rend modeste. Et j'ai coutume de raconter qu'en littérature, en France, quand tu vends plus de 10 000 exemplaires, tu es une petite vedette. Il y en a plein qui se prennent au sérieux, passer 10 000 exemplaires. Et si tu fais 10 000 entrées en cinéma, tu ne retravailleras plus jamais. Tu es grillé, tu es cramé. Donc, il y a une échelle de valeur qui est réelle et je n'ai pas attendu une reconnaissance du public pour savoir qui j'étais, ce que j'aime et ce que j'espère apporter aux gens avec qui je vis quotidiennement ou que je croise. J'ai le même comportement tout le temps. Mais par contre, le fait d'avoir appris grâce au contact avec des gens comme vous, comme Caroline, comme beaucoup que je vois sur l'écran, je vois Anne, je vois Christina, enfin Dominique aussi, je vois plein de visages défiler. Ce que j'ai appris, c'est à griller les étapes, c'est-à-dire à aller dans la sincérité, sans ambiguïté, en bienveillance, très rapidement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette faculté-là, vous m'avez offert cette espèce de super pouvoir, de pouvoir lier contact, nouer le contact, de parler de choses extrêmement graves, parce que souvent les gens viennent avec des histoires qui sont pas forcément faciles, et on a tous dans nos vies des choses compliquées, et de pouvoir en parler simplement, humainement, sans jugement, c'est juste extraordinaire. Et ça m'a appris une autre facette de l'humanité, et c'est ça mon cadeau de 10 ans. En fait, tu es une belle personne, et ça transparaît dans tes livres, et essentiellement dans le dernier, Une chance sur un milliard, qui est vraiment un beau roman. On le termine et on a foi en la vie, on a foi en l'amour, on a foi en l'amitié. Enfin, voilà. On en parle, Caro, de ce roman? Bien sûr qu'on va en parler. Alors, tu veux le pitcher, Caro, ou Gilles? Non, je laisse... Gilles, est-ce que tu veux nous dire comment t'es venue l'idée de ce roman, peut-être ou... Alors, je peux, oui. Tous mes romans naissent sur une émotion. Okay. C'est-à-dire que d'abord, c'est un sentiment qui, moi, me touche. Et après, à partir de ce sentiment, je cherche le meilleur personnage, comme un son que je veux entendre, et je cherche le meilleur instrument pour le jouer. Alors, des fois, c'est un jeune homme, des fois, c'est une jeune femme, des fois, c'est un vieux monsieur, des fois, c'est une femme plus âgée. Voilà, mais je cherche vraiment… et là, en l'occurrence, sur ce roman-là, sur Une chance sur un milliard, l'idée, c'était le sentiment de la perte de temps qu'on a, et justement, parce que vous me le permettez, parce que le public me le permet, le sentiment de cette inutilité, souvent des conventions sociales qui nous poussent à ne pas découvrir les gens ou à passer à côté de l'essentiel ou à ne pas se dire vraiment les choses tout de suite. Combien de fois vous avez rencontré des gens et vous avez détecté un regard, un geste, quelque chose, une espèce d'énergie même que vous pouvez capter, et quand vous ne pouvez plus le voir, quand elle est partie, quand il est parti, vous vous dites « j'aurais dû lui parler de ça, j'aurais dû lui demander pourquoi je n'ai pas eu le courage de lui en parler ». Et cette espèce d'énergie perdue, cette espèce de contact qu'on manque, c'est tragique. Une vie, c'est court. Une vie, c'est compliqué et on est tous les jours débordé par le quotidien. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un comprenne qu'il n'a plus de temps à perdre et qu'il va directement à l'essentiel? Il n'y a qu'une seule chose qui provoque ça, c'est la trouille de la mort. On est une espèce, on a conscience qu'on va mourir, mais bizarrement, l'échéance recule avec notre âge. C'est-à-dire quand on a moins de 15 ans, on est immortel, il ne nous arrivera rien. Ce n'est pas toujours le cas. Et plus on grandit, plus on recule. C'est-à-dire quand on a 15 ans, un vieux, il a 30 ans. Et puis quand on a 55 ans comme moi, un vieux, il a un bon 135 ans. Et du coup, on fait reculer la limite avec… et en fait, c'est pas du tout un bouquin sur la maladie que je voulais écrire. C'est pas du tout un bouquin sur… c'était un bouquin sur l'urgence de vivre, sur le fait que parfois, parce qu'un proche va avoir un problème, parce que vous pouvez avoir la trouille, d'un seul coup se dire mais je vais arrêter de perdre du temps avec ça. Je vais dire aux gens ce que je ressens. Alors comme toujours, moi j'aime bien le côté fable. C'est quelque chose qu'on a perdu dans notre époque. Mais je trouve que la fable, c'est un moyen élégant, léger, presque gracieux, d'aborder des sujets terribles. C'est-à-dire c'est facile de faire avec tous mes personnages des livres qui sont plombants, graves, et qui auraient sûrement plus de prix littéraires.
c'est pas un débat. Mais pour le coup, je pense que parler des choses qui comptent en étant léger et en étant à la vitesse où on est dans la vraie vie, je pense que c'est une bonne façon de communiquer réellement avec les gens. Je ne sais pas si tu vois les petites vignettes des gens, mais il y a beaucoup de gens qui font oui avec la tête quand tu parles. Qui confirment qu'on est d'accord avec toi. C'est gentil. Aller à l'essentiel. Et ton livre, c'est également une belle ode à l'amitié. Oui. On y parle beaucoup de filiation aussi. Tu as un super personnage qui est Papillot, qui est le grand-père d'Adrien. Et toutes les scènes entre ce grand-père qui est dans une maison de retraite, en fait, et son petit-fils qui vient lui rendre visite très souvent, c'est des petits bonbons, c'est des scènes sublimes de transmission entre ce petit garçon pour qui l'image du grand-père reste très importante, parce que c'est le grand-père qui l'a élevé, et puis ce grand-père qui attend impatiemment les visites d'Adrien. Et c'est vraiment... moi, j'adore ça avec toi, parce que tu rends tes personnages beaux. Tu es une belle personne, on le sait tous. C'est vrai que tu viens de nous le démontrer pour ceux qui ne savaient pas tout ce que tu faisais pour tes lecteurs. Mais ça transparaît vraiment dans ton livre, et c'est pour ça que c'est un bonheur de lecture, en fait. C'est gentil. Tu sais, dans tous mes livres, pour moi, j'écris des livres. Quand j'écris un livre, je ne place pas des rouages en me disant je vais leur faire la blague. Ce n'est pas une mécanique froide. Pour moi, c'est ce que je vous disais. Je trouve un sentiment, je trouve la personne qui peut le mieux l'incarner. Et après, en fait, je le trimballe comme on trimballe dans la vie. C'est-à-dire, le matin, il ne sait pas ce qui lui arrivera, il va lui arriver des choses. C'est le contrat. Il faut qu'il lui arrive des choses pour que ça vous intéresse et pour que ça m'intéresse aussi. Mais après, dans tous mes livres, quel que soit le thème, il y a toujours eu cette relation aux aînés qui, pour moi, est absolument essentielle, aux amis qui, pour moi, est absolument essentielle, aux plus jeunes qui est absolument essentielle. Mais on n'existe pas dans la vie si on n'a pas ces espèces de liens au-dessus, en dessous, avec les proches qui nous remettent en cause, avec les proches qui nous portent, avec les proches qui nous fatiguent, avec les proches qui nous font vivre. Mais c'est vraiment quelque chose de... C'est la vie. J'essaie d'écrire de façon aussi vivante que je le vis. C'est exactement ça. Écoute, tu fais ça très bien. Parce que c'est une tranche de vie. En fait, c'est vrai que le livre démarre, on se dit, oh là là, ça va concerner la maladie. Et en fait, pas du tout. C'est Gilles Le Gardinier. Donc, c'est pas du tout triste. C'est pas du tout plombant. C'est tout le contraire, en fait. C'est ce personnage d'Adrien qui va aller à l'essentiel, en fait, qui va décider de ne plus... qui va décider de profiter des gens qui n'ont pas la peine. Et du coup, voilà, il va aller tout d'un coup à l'essentiel, vers les gens qui valent la peine. Et du coup, c'est vrai ça nous permet aussi de réfléchir en tant que lecteur en se disant, mais il a complètement raison. En fait, le temps qu'on perd avec des gens qui nous apportent rien ou qui nous rendent rien, c'est un bouquin qui fait réfléchir aussi, parce qu'on se dit que tu as bien raison de dénoncer tout ça, entre guillemets. La vie est courte, et donc il faut aller... C'est gentil. C'est gentil, Caroline. Alors, mon but, c'est jamais de donner des leçons. C'est encore le miracle de la fable. C'est vraiment, la fable est quelque chose d'utile pour ça. Mais le truc, c'est que quand tu réfléchis au contenu d'un livre, un livre, pour moi, c'est d'abord un pont entre moi et chacune des personnes qui me lit. Parce que c'est une des choses que j'aime dans la littérature, c'est que même si c'est un média de masse, c'est un média où chacun va à sa vitesse, où chaque fois que quelqu'un prend mon bouquin, il est seul avec moi. Et pour moi, l'ambition de mes histoires, mais comme des fables, c'est un pont entre moi et la personne qui me lit, mais c'est aussi un pont entre la personne qui me lit et elle-même. J'espère que les gens, ça leur parle. Il n'y a rien de pire qu'un bouquin dont tu sors sans t'être posé la moindre question, qui n'a pas trouvé le moindre écho en toi. Rester spectateur des choses, il n'y a pas pire, c'est une perte de temps. Il y a Netflix pour ça. Oui, mais j'allais dire, ce qui est marrant, c'est que moi, je me projette totalement là-dedans. Je repense à l'anniversaire du petit garçon, là, donc sans trop en dévoiler. C'est une scène magique parce que on l'imagine très bien, en fait. Déjà, on est surpris en la lisant parce qu'on se demande ce qu'il va faire. Et Adrien, donc, au début du roman, on apprend qu'effectivement, il est malade. Du coup, il va changer sa façon de penser et sa façon de faire avec les gens qu'il aime, et il va essayer de faire du bien.
Et comment ça te vient, par exemple, cette idée de scène? Est-ce que tu l'as, est-ce qu'elle te vient instinctivement? Est-ce que tu y as réfléchi? Est-ce que tu t'es mis dans la peau de ton personnage pour réfléchir à ce qu'il pouvait faire pour faire plaisir à ce petit garçon? Alors, c'est pas, pas un secret, mais moi, c'est ce que je ferais à sa place. C'est-à-dire que dans tous mes personnages, même les personnages féminins, même, je mets beaucoup de moi. C'est le genre de réflexe que j'ai. C'est-à-dire que depuis gamin, j'ai toujours… je supporte… Enfin, si je vois quelqu'un qui pleure dans la rue, je ne peux pas faire autrement que d'y aller. Si jamais je peux aider un truc… Enfin, j'aime bien… je trouve la vie est lourde. Elle est souvent plan-plan. On part tous de notre enfance avec des rêves plein la tête. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est bon… C'est banal, c'est pas mal, mais honnêtement, à part cocher des cases que d'autres nous mettent dans la tête, des fois, il n'y a pas grand-chose. Alors que, en fait, quand tu commences à réfléchir librement, quand tu commences à réfléchir à l'instinct, tous les visages que je vois là, j'en connais quelques-uns, vous avez tous eu souvent, ou tous eu des élans vis-à-vis de moi qui étaient juste extraordinaires. C'est-à-dire des choses qu'on ne fait pas, des choses qu'on ne doit peut-être pas faire, mais qui sont faites tellement gentiment qu'en fait, c'est juste ce qui rend la vie plus belle. Et j'aime bien, moi, pousser un peu les limites. Et j'adore. Moi, j'ai passé mon temps à faire des Noëls, des anniversaires avec des gamins. Alors, pour vous donner un exemple qui va vous faire rire, j'en ai jamais parlé. J'en parle probablement parce que je suis dans la maison. Mais on a une descente du garage derrière. Et on descendait les enfants à l'époque où ils avaient 4-5 ans. Tous leurs copains, on faisait une grosse fête d'anniversaire pour eux dans le jardin. Et on descendait les gamins dans un chariot. Et en bas, il y avait un monstre. Et en fait, derrière un rideau, c'était moi avec une voix, je transformais complètement ma voix et je parlais aux gamins. On a tout eu, hein. Il y en a qui remontaient en hurlant, en pleurant, il y en a qui étaient fascinés, il y en a un qui m'a fait un câlin à travers le rideau. Ce qui est fou, c'est que tous ces gamins avaient entre 5 et 7 ans, je dirais, et aujourd'hui, ils ont 25 ans. Tous s'en souviennent. Les 2/3 ont eu leur plus grosse trouille de leur vie chez nous et j'en suis hyper fier. Et je trouve ça, pour moi, c'est ça la vie. C'est vraiment débarquer quand on ne m'attend pas. C'est pour ça que j'aime aussi le téléphone, parce que là, tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui m'avait demandé d'appeler sa meilleure amie qui était avec elle aujourd'hui pour ses 45 ans. Elle me lit, elle m'aime beaucoup. Elle a cette gentillesse-là. Ben, j'ai téléphoné tout à l'heure, c'était génial. Dimanche dernier, j'ai eu toute une famille qui m'avait contacté parce que leur fils, qui a 40 ans, me lit. C'est des moments avant-hier. J'ai eu une dame qui avait pas le moral. Elle a une vie absolument, même si elle me regarde, je peux le dire, elle a une vie absolument pourrie. Elle a vraiment pas de chance. J'ai réussi à la faire rire un quart d'heure avec ce qui lui arrivait de pire. Mais bien sûr, j'étais à un enterrement hier matin. Je vous jure sur la tête de mes enfants que c'est vrai. J'étais à un enterrement hier matin de la maman d'une amie d'enfance du village d'à côté. Et ben, la poignée du cercueil a pété. Voilà. Ah oui. Quand on parle. Christina disait tout à l'heure que tu es le seul auteur qu'elle connaît qui, quand elle te croise, moi c'est pareil, quand on te croise, tu nous demandes si on est heureux, si on va bien. C'est la première chose que tu nous dis avant de nous dire bonjour. Bah oui, c'est important. C'est rare en fait. Donc on n'est pas. Bah, je sais pas comment font les autres, mais moi, on a des relations humaines. J'écris pas pour vendre, j'écris pour. Je me lève pas le matin à 3h pour gagner ma vie. Je me lève le matin à 3h parce que ça doit sortir, parce que j'aime ça, parce que je trouve ça extraordinaire. Et puis après, quand je vois des… Alors, j'ai la chance d'avoir un lectorat… De toute façon, le lectorat est féminin. Ça, à un moment, il faudra qu'on le dise. Parce qu'on dit, ah, tu as beaucoup de femmes, mais les lectrices, c'est elles qui font le marché. C'est toujours vous qui avez découvert les auteurs. C'est toujours vous qui avez sanctifié les textes avant que nous, les hommes, on vous suive. Moi, même à la maison, hein, c'est ma femme qui lit. Et quand ça lui plaît vraiment, elle me dit, lis ça. Et tu le lis? Pas toujours. Et c'est rigolo, tu parles de ça parce que moi, quand ce livre est sorti, Pour un instant d'éternité, j'ai eu justement plein d'hommes qui m'ont dit « Ah, enfin, le Gardinier pour nous les hommes !» Et je dis « pas du tout », parce que moi, j'ai adoré aussi. Et c'était marrant parce que les hommes se sont appropriés ce livre comme si le fait que tu sortes de la comédie, finalement, faisait que c'était un livre pour les hommes. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Oui, c'est vraiment très intéressant parce que, en fait, si tu veux, les gens qui ne me lisent pas ont un a priori. Je suis le mec qui écrit comme une fille, je suis le mec qui écrit des thrillers, je suis le mec qui a des chats sur les couvertures. Les étiquettes, on coque. Mais il n'y a pas une personne que je vois sur l'écran qui n'a pas des étiquettes. Forcément, on nous en colle tous. Maintenant, ceux qui me lisent,
font la différence. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des… Enfin, mes comédies, c'est des gens qui croient qu'ils vont mourir, c'est des gens qui vont perdre un enfant, c'est des gens qui croient plus en l'amour, c'est des gens qui croient plus en la vie. Quel magnifique sujet de comédie. mais en l'occurrence, j'écris pour les gens qui ressentent, pas pour les gens qui jugent. Donc après, moi, mon contrat moral, il est vis-à-vis de ceux qui me lisent et qui me plongent dans les pages. Et eux ne sont plus aux faux semblants, ils ne sont plus aux a priori. Mais j'ai plein d'hommes qui m'écrivent. C'est vraiment… là, dans le courrier papier, je dois avoir un tiers d'hommes. C'est génial. C'est pas du tout la même façon d'écrire que les femmes. Il faut que tu racontes ce que tu as fait avec ton courrier papier, justement, il y a quelques années. Alors, c'était au moment… Ouais. C'était au moment du premier miracle. J'en étais arrivé à… Je devais avoir 7 ou 8 sacs postaux de courrier. Et je n'arrivais… Pour moi, il était hors de question de les jeter. C'était un truc, ça aurait été indécent. J'ai pensé à les brûler, ce qui pour moi aurait été respectueux puisque je suis un ancien pyrotechnicien et que le feu pour moi a quelque chose de noble et de purificateur. Donc, ça n'aurait pas été honteux. Et puis, je venais d'arriver chez Flammarion et j'ai une idée un week-end. En général, quand j'appelle mon éditrice Anna Pavlovitch, qui est une femme extraordinaire, et que je l'appelle et que je lui dis j'ai une idée, elle se tient à sa chaise parce qu'en général, ça va poser des problèmes. Et donc, l'idée, c'était de recycler la totalité du courrier que j'avais reçu dans la matière qui allait servir à imprimer le premier miracle. Et là, il s'est passé un truc absolument superbe, c'est que Flammarion a tout de suite dit oui, Anna a dit oui, et on s'est retrouvé dans une usine à balancer des sacs de papier dans des cuves. Et j'étais là quand le papier qui a fabriqué le livre est sorti. Donc, on a vu la pâte à papier, on avait fait des reportages photos, c'était juste phénoménal. Ouais, je t'ai pas entendu, Caroline. Tu avais fait un reportage photo qu'on avait suivi, effectivement. Ouais. Et du coup, en fait, quand tu regardes la première édition du premier miracle, quand tu regardes le papier, il n'est pas aussi blanc qu'il l'est d'habitude dans l'édition. Et il y a des petits pets noirs qui sont microscopiques, ça ne gêne pas la lecture, mais c'est le courrier des lecteurs. Ils sont dans le livre, ils sont partout. C'est incroyable, cette histoire. Alors, accessoirement, c'était une première mondiale. Et accessoirement, c'est un souvenir absolument fabuleux parce que chaque fois que j'ai un exemplaire ou que je dédicace un exemplaire du grand format du premier miracle, à chaque fois, je vois les points et c'est… je regrette pas du tout. Il n'y a que toi pour avoir une idée pareille quand même. Hein. C'est à la fois magique et un petit peu fou. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qui fait que… C'est ce qui fait que ce n'est pas attendu, c'est ce qui fait que ça donne une autre valeur au livre, c'est ce qui fait que ça rend la valeur au courrier qu'on m'envoie et que ça respecte l'attachement que me portent les lectrices et les lecteurs et que je leur rends on l'a bien compris, au multiple. Très bien. Alors, pour info, ce soir, on a un anniversaire. On a Aurélie, c'est son anniversaire aujourd'hui et elle est très contente d'être avec nous pour ce live. Bon anniversaire, Aurélie. Il y a beaucoup de questions sur le raton laveur de la couve. Gilles, tu veux nous en dire 2 mots? Alors oui, il y a beaucoup à dire. Alors déjà, je trouve que… Alors, j'avais quasiment choisi la couverture avant le confinement aussi. Mais je trouve qu'on a tous, cette année, avec l'année qu'on a vécue, on est quand même un peu tous dans la situation de ce raton laveur. Alors, je ne parle pas pour la coiffure, hein, mesdames. Vous êtes très, très bien. Là, je vous vois, vous êtes parfaites. Mais pour le coup, on se cramponne tous un peu cette année en se demandant ce qui se passe, quoi. Et il y a un truc que j'aime bien, j'ai toujours mis, enfin sauf pour les thrillers, mais j'ai toujours mis des animaux en couverture. Il y a une raison qui est très simple, c'est que quand vous voyez un individu dans une situation particulière, si tu vois un individu dans une situation particulière, d'abord il y a le social. C'est-à-dire tu vas analyser ses vêtements, tu vas analyser sa coiffure, tu vas analyser sa taille, son physique, et tu ne vas pas tout de suite voir l'émotion dans laquelle il est. Alors que nous, humains, dès qu'on voit un animal, un chien qui a l'air ridicule, un chat qui a l'air joueur, un raton laveur qui a l'air complètement désemparé, on n'a aucun mal à identifier tout de suite l'émotion qu'il dégage. Et pour moi, les animaux que j'ai toujours mis en couverture sont la parfaite métaphore des personnages de mes livres. C'est vrai que c'est touchant. Je vais continuer. Tu as raison. Je pense que tu as eu beaucoup de fans qui t'ont demandé pourquoi tu avais abandonné les chats, parce qu'à un moment donné, en librairie, c'était « mais pourquoi il n'y a plus de chats ?» Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ça a été un vieux combat et je suis devenu otage de ça parce qu'en fait, les gens qui ont des chats sont une population extrêmement puissante, extrêmement nombreuse, mais qui est extrêmement monomaniaque. Et donc, en fait, moi, j'aime les chats, j'adore les chats, mais pour le coup, c'est moi qui les avais voulus sur les premières couvertures. Il y a un moment, une ficelle qu'on tire trop,
Caroline, tout à l'heure, le disait, ça fait 10 ans que je fais ce métier, ça fait 10 ans que je fais des best-sellers tous les ans. C'est pas avec des ficelles qu'on dure, c'est avec de la sincérité qu'on dure. Donc, il y a plein de gens qui ont mis des chats derrière leur livre, après moi. Ça n'a pas toujours donné la même chose. mais pour le coup, moi, mon job, c'est pas de recycler ce que font les autres. Dans la vie, il y a les gens qui font comme les autres, et puis il y a les autres. Moi, mon job, c'est d'inventer. Alors, même si ça a perturbé un petit peu le moment où j'ai arrêté les chats, parce que c'est un public qui est assez à cran là-dessus, hein. Et même si encore aujourd'hui, je reçois des petits chats, ce qui ne me pose aucun problème, c'est juste génial. On parlera du chat empaillé tout à l'heure, si vous voulez. Ils sont vivants. Ah non. Si, parce que si vous avez lu, il faut que je vous raconte l'anecdote quand même. Elle est quand même, elle est marrante. Mais en fait, il a vraiment fallu que je me libère de ça, parce que tous les gens qui détestaient les chats, en fait, n'avaient aucune chance d'ouvrir mes livres parce qu'on m'avait enfermé là-dedans. Donc c'était une question de courage pour moi, et ça aurait été plus simple de continuer à faire des chats et des chats et des chats. Mais c'est aussi une marque de respect vis-à-vis des gens, d'être intègre et de ne pas surfer, y compris sur les réussites qu'on a pu avoir quasiment par hasard, puisque c'était un hasard. Et c'est surtout que tu écris là où on ne t'attend pas, parce qu'en fait, après toute la série des livres avec des chats, entre guillemets, il y a eu le premier miracle, où là, tu as gardé ton lectorat des comédies, et puis tu as gagné un nouveau lectorat, puisque le livre tranchait complètement avec ce que tu avais déjà proposé avant à tes lecteurs, en fait. Mais tu es d'accord qu'en fait, même dans les premiers, quand les couvertures étaient des chats, les livres n'avaient rien à voir les uns avec les autres. C'est vrai. Parce que le premier, c'était une jeune femme, le deuxième, c'était un vieux monsieur, le troisième, c'était une adolescente. Enfin, mon job, c'est pas de vous resservir la même soupe. Mon job, c'est pas des recettes. Le deal, il est simple. C'est les gens qui me font confiance, je les trahirai pas. Maintenant, c'est comme emmener quelqu'un que tu aimes en balade. Tu lui prends la main et tu l'emmènes là où il s'attend pas pour essayer de le rendre heureux. C'est ça mon boulot. C'est pas de refaire le même tour et de refaire la même balade en disant les mêmes blagues, les mêmes trucs. Non, non, c'est le même esprit, c'est le même bonhomme qui écrit. Mais s'il y a un point commun entre mes livres, que ce soit thriller ou comédie, parce que moi, je fais pas vraiment la différence, c'est que à chaque fois, on parle de gens qui se sont cassés la figure. Tous mes personnages sont des gens qui sont tombés. Subir des épreuves, c'est commun dans la vie. Il n'y a pas une personne qui est avec nous ce soir qui peut dire qu'elle a une vie de bonheur et une vie de simplicité. Ça n'existe pas. Mais la façon, donc tomber, c'est pas original, mais la façon de se relever, c'est original. La façon de se relever dit qui on est, ce qu'on a dans les tripes et ce qu'on a dans le cœur. Et c'est là que les humains deviennent intéressants. C'est quand ils sont dans une situation de détresse absolue ou de peur absolue, c'est là vraiment qu'on voit ce qu'ils valent. Et on l'a vu pendant le premier confinement, un peu moins pendant le second, mais moi j'ai adoré humainement cette période-là, au-delà du manque, parce que les gens n'avaient plus le temps de s'intéresser aux trucs dont on n'a rien à faire. Ils allaient à l'essentiel, ils avaient les pétoches, ils avaient besoin d'aide, ils avaient besoin de solidarité, et honnêtement, je trouve que les humains sont beaucoup plus beaux dans ce cas-là. C'est vrai. Tu as raison de le dire, c'est vrai que c'était une période tellement particulière qu'effectivement on s'est recentré sur les personnes qui nous étaient chères, sur les gens qu'on avait peur de perdre. Hein, et c'est vrai que du coup, Mais même avec des inconnus, hein, même avec des inconnus, tu avais des vrais rapports. Hein. Moi, il m'arrivait d'aller faire des courses pour des personnes âgées dans ma ville. Et alors ça a été génial. Je me suis fait pourrir par une dame, mais pourrir comme un enfant de 10 ans, parce que j'avais confondu de l'huile de tournesol avec de l'huile d'arachide. Ah. Et alors, comment tu as vécu ce confinement, toi, Gilles? Enfin, c'est confinement, du coup. Alors, parce que tu disais que tu avais fini ton livre avant et que tu aurais peut-être été incapable d'écrire pendant le premier confinement. Ouais, j'étais assez occupé. Alors, nous, on n'a pas à se plaindre. On vit dans une maison qui est très agréable. On avait nos enfants avec nous. Mon épouse et moi, Pascal, on fait du télétravail depuis 30 ans. Donc, on n'a rien appris l'un de l'autre. On était très opérationnels. Mon fils est pompier volontaire, donc il y était beaucoup parce qu'il en avait besoin. Donc, mon épouse, ma fille et moi-même, on était bénévoles sur plein de trucs. On a un très bon voisinage. Honnêtement, on était débordés avec les problèmes des autres, mais c'était bien. Parce que justement, on voyait d'une autre façon les gens. Le social n'avait plus d'importance. C'était vraiment l'utilité, le pouvoir d'être rassurant, le pouvoir d'être capable d'aider qui était là. Ça, c'était vraiment bien. Et là, en ce moment, tu es en période d'écriture? J'ai commencé calmement à écrire le prochain, mais très calmement.
parce que j'ai pas mal de projets sur plein de fronts, que j'ai beaucoup de copains qui sont soit dans le cinéma, soit dans la littérature, qui sont, on va dire, en difficulté, et que je suis un peu occupé avec les gens encore. Mais c'est bien, c'est bien. Et moi, je voulais savoir, ce matin, tu nous disais que tu te levais très tôt. Est-ce que tu te lèves très tôt justement pour écrire? Est-ce que c'est ton moment à toi pour écrire, ou est-ce que ça n'a rien à voir, tu te lèves tôt parce que… Non, je me suis… je sais pas, peut-être que… Je me suis habitué à me lever tôt pour écrire, parce que, alors, je l'ai déjà raconté, quand j'ai commencé, en fait, j'écrivais après ma journée, après les enfants, après le travail, après tout ce qu'on a tous à faire. Et du coup, je me mettais le soir à 10h et j'étais mauvais, j'étais épuisé, et je finissais ma journée en rage parce que ce qui me tenait à cœur, je l'avais pas fait. Donc, il s'agissait pas de changer le monde, on peut pas changer le monde. Par contre, on peut changer sa vie. Donc, en fait, je me suis habitué à me lever très, très tôt, à l'heure où tout le monde dort encore. Et du coup, en fait, en me levant à 3h15, en prenant une douche et en étant à 3h30 devant l'écran, j'ai 4 heures tranquille. Donc, c'est très très tôt, 3h30. Oui. Après, c'est une question d'habitude. Hein. Le corps est une bonne machine. Hein. Ouais. Et puis, j'ai la chance d'avoir besoin de peu de sommeil. Tu te couches juste après la rencontre, hein, c'est ça? Là, je dors déjà. Il est déjà couché, normalement. Là, je suis déjà couché. Il y a pas mal de questions, Gilles, pour savoir si tes livres sont ou seront adaptés au cinéma, à la télé, en série. Est-ce que tu as des infos à nous donner là-dessus? Parce que c'est vrai qu'ils sont très cinématographiques. Alors, c'est gentil de poser la question. Alors, il y en a 5 qui étaient en adaptation pour le cinéma. Pour le moment, moi, j'ai essayé de ne pas faire la télé. Peut-être qu'à un moment, si on a une liberté artistique réelle, je le ferai. Mais je vois tous mes confrères, ils ont vu leurs bouquins transformés, hachés. Bon, je ne suis pas convaincu par l'expérience. Et je n'ai pas cette soif de reconnaissance audiovisuelle. Donc, ce n'est pas l'ego qui me fait avancer. Et j'ai le même respect pour les spectateurs que pour les lecteurs. Et je n'ai pas du tout envie que quelque chose vous donne envie d'aller au cinéma avec mon nom dessus et que vous soyez déçus. Donc, grosso modo, celui qui est le plus avancé pour l'instant, c'est Complètement cramé. Ça fait 7 ans qu'on travaille dessus. Donc, c'est laborieux. Mais ce qui est fait est très bien fait. J'ai une équipe de production qui est phénoménale. On a des collaborateurs qui sont excellents. Ça avance petit à petit, mais c'est compliqué. Il faut un premier rôle anglophone et on cherche des gens assez connus. Je vous en dirai plus quand il y aura quelque chose à dire. Ce métier est tellement fait d'annonces que moi, je me tais tant que j'ai rien à dire. Donc, j'en ai aujourd'hui 4 en adaptation seulement, puisque l'équipe de Demain j'arrête, j'ai arrêté. Ils s'en sortaient pas. C'était pas bon, c'était pas bien. J'ai cassé le contrat et je leur ai pas renouvelé ma confiance. Et peut-être une autre équipe, mais je préfère que ça ne se fasse pas plutôt que ça se fasse mal. C'est bien de pouvoir le faire. Moi, je voudrais qu'on en profite, qu'on revienne sur Pour un instant d'éternité qui est sorti chez J'ai lu. Là, je présente la version Flammarion, mais il est sorti en poche chez J'ai lu. Je voudrais que tu nous racontes comment t'es venue l'idée. Moi, tu me l'avais raconté et je trouve ça incroyable. C'était un livre complètement fou. Enfin, moi, Attends, je cherche la couverture poche. Ouais, je l'ai pas. J'ai pas mes livres dans ma bibliothèque. Mais je l'ai peut-être. Attends, je vais la chercher, moi. C'est pas grave, tout va bien, tout va bien. Alors, si je peux vous faire un truc que j'ai vu tout à l'heure, je sais pas, non, parce que j'ai vu un fond avec des feux d'artifice. Mais en fait, ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs choses pour un instant d'éternité. Il y a pas loin de 25 ans, pour quelqu'un que je connais qui travaille dans le cinéma et qui a acheté un appartement à Paris, lui, vivant à Los Angeles, il m'avait demandé de suivre les travaux sur Paris, mais comme un service personnel. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est pas quelque chose que je sais faire, c'est des architectes, c'est les bureaux de la ville de Paris, c'était compliqué pour moi, mais j'ai accepté par loyauté. Et en fait, ça m'a permis d'avoir l'étincelle pour un instant d'éternité. Et en fait, on a fait des travaux chez lui dans un immeuble dont il récupérait les 3 derniers étages et qui allait être unifié. Et en cassant les cloisons, les ouvriers ont mis à jour une pièce secrète, une petite pièce qui devait faire à peu près 3 mètres sur 2 et qui était derrière un mur qui était avec une paroi qu'il fallait enfoncer et décaler. À l'intérieur, il y avait une table, une chaise, une petite étagère et une bouteille avec un liquide bizarre dedans, sombre. On a fait des paris idiots pour savoir qui goûterait le liquide sombre et qui irait à l'hôpital le premier. Et personne n'a voulu jouer, mais on a réussi à dater la bouteille en fait grâce à un spécialiste des flaconnages qui nous a dit que la bouteille datait du vraiment début 18e siècle. Et du coup, j'ai demandé si je pouvais faire des études là-dessus, voir. Et je me suis rendu compte que cette espèce de mécanisme qui fermait cette pièce, c'était du sur-mesure. Ça avait été vraiment fait. À l'époque, il n'y avait pas le roi Merlin, il n'y avait pas de truc tout fait.
Et c'était donc un mécanisme quasiment d'horlogerie qui était très, très bien fait, d'appui et de décalage. Et je me suis dit, ça veut donc dire qu'à cette époque-là, il y avait quelqu'un qui fabriquait ça. Il y avait un mec qui fabriquait des passages secrets. Et Vincent est né à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est un boulot formidable. Et puis, plus j'ai commencé à creuser, j'ai mis presque 8 ans à être prêt à écrire le livre. Et j'ai accumulé une documentation impressionnante. J'ai cherché, j'ai appris, j'adore apprendre. Et puis, je me suis rendu compte que la fin du 19e siècle, c'est-à-dire les années 1889 précisément, puisque c'est là que j'ai choisi de situer l'action, ressemblait beaucoup à celle que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire une population socialement fracturée, complètement paniquée face à des changements d'environnement ou des changements technologiques qui la paniquent. À l'époque, ils découvraient l'électricité, la photo, les ondes radio. Et puis, alors, il y avait un truc énorme, c'est qu'à l'époque, à cause justement de tous les moyens de communication qu'il y avait, les gens pauvres ont découvert que des gens ne vivaient pas comme eux, qu'ils vivaient comme des princes alors qu'eux vivaient comme des pauvres. Et la notion de classe sociale est née à ce moment-là. Parce que d'un seul coup, tu pouvais voir des gens qui ne vivaient pas comme toi dans leur vie. Aujourd'hui, c'est courant. On sait qu'il y a des gens qui vivent dans des châteaux, on sait qu'il y a des gens qui vivent en maillot de bain et des micros dans des villas de rêve avec les ch'tis. Mais on sait qu'il y a plusieurs vies différentes aujourd'hui. Mais à cette époque-là, on ne le savait pas. Et je me suis rendu compte que cette époque était juste absolument passionnante, mais qu'elle trouvait aussi un écho très, très fort. Et donc, l'histoire de Pour un instant d'éternité, c'est juste un homme qui cherche à protéger sa famille, l'équipe avec laquelle il fabrique ses passages secrets, dans une époque où tout est en train de se barrer en sucette. Et je sais que tu as fait pas mal de recherches et d'aider ta fille également, de Chloé, dont tu parles à la fin de ton livre. Vous avez fait ça un petit peu en famille, du coup, parce que moi, j'ai appris plein de choses dans ton livre. J'ai découvert, enfin, je ne savais pas tout ça. C'est vrai que j'allais de découverte en découverte. Et c'est gentil. Aussi, tout le bonheur de tourner les pages, c'était de se dire, mais c'est incroyable, tout ce qu'il nous raconte, et tout est vrai, parce que tu le dis à la fin, tu t'es documenté de telle manière que tout ce que tu racontes est vrai. Ça se passe du coup dans le Paris de la Grande Expo universelle, au début du 19e et au début du 20e. Non, en 1889, fin 19e. Fin 19e. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment un voyage dans ce Paris complètement incroyable, avec Vincent et sa troupe en danger, parce que justement, c'est eux qui construisent toutes ces pièces secrètes, et ils savent le fait de construire dans ces demeures, ils sont à même des secrets, des gens qui leur demandent la construction de ces pièces et de ces souterrains. Donc, l'équipe va se retrouver en danger. Et c'est voilà, entre le roman et le roman policier, moi, je l'ai vendu autant à des lecteurs de romans que de lecteurs de romans policiers. Et c'est un bouquin incroyable. Voilà, si vous avez envie d'un Merci. qui change pour la fin d'année, donc Pour un instant d'éternité, qui est chez J'ai lu, et toujours chez Flammarion en grand format. Donc vraiment 2 univers différents, mais on retrouve ta patte, ton écriture, tes beaux personnages, enfin voilà, ton univers, l'univers qui fait du bien de Gilles. Merci Caroline, merci. Voilà, ça c'était pour le. Je sais que Caro l'a pas encore lu, mais j'espère. Mais non, j'allais dire. Alors voilà. à la fin, Caroline. Non, j'allais dire, voilà, typiquement, les 2-3 minutes de conversation qui donnent terriblement envie de lire un livre. C'est gentil. C'est vrai, je veux dire, c'est pour le coup, la couverture, je ne m'avais pas sauté aux yeux et je n'avais pas pris la peine de regarder de quoi ça parlait. Je me laisse un peu porter en fait en fonction. L'année dernière, je n'étais pas là non plus quand il est sorti. Et du coup, voilà, quelques minutes suffisent à donner envie de lire. Donc, c'est gentil. On refera un apéro, Gilles. Oui, avec bonheur, quand vous voulez. Je crois qu'apparemment, je ne suis pas la seule, du coup, à avoir envie de le lire. Non, mais c'est génial avec tes romans, c'est vrai qu'il y a plein d'auteurs qui sont comme ça, qui ont une trame ou un personnage et qui déclinent sur 150 000 tomes. Et jusqu'à ce que le lecteur sature et s'arrête, ça arrive aussi. Patricia Cornouaille, je sais que moi je l'ai lu pendant des années et puis à un moment donné, j'en pouvais plus et je pense que je suis pas la seule parce que du coup ça s'est un peu arrêté, ces ventes. Mais toi, tu te renouvelles sur chaque roman, donc c'est vrai que moi je lis tes livres sans savoir de quoi ils parlent. Je me laisse embarquer et c'est agréable parce qu'à chacun de tes romans, on part. C'est super gentil. Alors on part et du coup, c'est ce qui fait ta richesse en fait. C'est super gentil. Mais tu sais, si jamais les livres n'avaient pas existé, j'aurais aimé être le mec qui fait sa journée et le soir, au coin du feu, je raconte une histoire. Alors, un soir, je les ferais rire, un soir, je leur foutrais les jetons, un soir, je les ferais pleurer, mais j'aime amener les gens
à une émotion qui les sort de leur quotidien pour mieux les ramener à ce qu'ils sont eux. C'est ça mon truc. Est-ce qu'il y a une émotion sur laquelle tu n'as jamais écrit? C'est peut-être le sujet du prochain livre. Non, c'est une fabuleuse question, ça. C'est une vraiment fabuleuse question. Alors déjà, il y a des choses qui ne m'intéressent pas. C'est-à-dire que d'abord, je ne me soigne pas aux frais du lecteur. Donc, ce qui me touche, moi, dans ma vie personnelle, je ne le mets pas dans mes livres. Ou ce que les gens peuvent me confier, je ne le mets pas dans mes livres. Parce que dès que tu mets la réalité à une puissance que la fiction ne doit pas aborder, et la fiction a une universalité que la réalité ne doit jamais toucher. C'est-à-dire, si tu veux regarder le journal de 20 heures pour t'inspirer, tu as le droit, mais ça donne les bouquins qu'on connaît, quoi. C'est pas le mieux pour moi. Et après, tout ce qui est vulgaire, tout ce qui est trash, tout ce qui casse, tout ce qui est clivant, tout ce qui est gratuitement sexuel ou gratuitement méchant, ça, je m'en fous. Pour moi, j'évite ça complètement. Oui, il y a quelqu'un qui répond que tu n'as jamais écrit sur la haine. Ça rejoint bien ce que tu dis. Mais complètement, complètement. Alors, il y a des personnages méchants dans mes livres parce que ça parle de la vie, donc il y a forcément, on est toujours confronté à des choses compliquées. Mais il y a une façon de le faire, je crois. Aujourd'hui, on aborde souvent la haine. Alors d'abord, faire pleurer ou choquer les gens, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et c'est souvent un moteur que beaucoup utilisent. Et j'ai pas de respect pour ça. Honnêtement, j'ai vraiment pas de respect pour ça. Parce que mettre la tête des gens dans le seau, c'est à la portée de n'importe quel crétin. La vie s'en charge. La réalité s'en charge. Leur sortir la tête et amener de la lumière là où il y a de l'ombre, c'est déjà un peu plus compliqué. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Les problèmes, tout le monde en a et on les connaît tous. Maintenant, ça ne veut pas dire cacher les réalités et vivre dans un monde de bisounours. Ça veut dire aller trouver la solution et trouver le filet d'air qui te permet de respirer quand tu es asphyxié. C'est ça le truc. Jusqu'à réussir à faire rire tes lecteurs, parce qu'il y a plein de gens qui ont écrit dans le chat que tu réussis à les émouvoir, mais aussi à les faire rire. C'est gentil. Ça fait beaucoup de bien quand même. C'est gentil, oui. Il y a également des questions, savoir si des lecteurs, par leurs anecdotes ou tous les appels téléphoniques que tu passes en ce moment, t'inspirent pour des futures histoires. Alors, pas du tout dans les faits. Et alors, je vais te dire, c'est même compliqué parce qu'en fait, je m'interdis de piocher dedans. Alors, il y a 2-3 clins d'œil amicaux à des gens parfois que je glisse avec leur accord, mais c'est plus un clin d'œil amical en fait. Mais ça ne fait jamais l'histoire. Mais pour moi, mon job, c'est d'imaginer autre chose que la réalité à partir de l'essence de la réalité. Mais peut-être qu'un jour, je ferai un livre où je raconterai vraiment tout ce qui m'est arrivé, tout ce que les gens m'ont raconté, tout ce que j'ai vécu de dingue avec des gens, tout ce que je vis encore de complètement dingue avec des gens quasiment tous les jours. Mais à ce moment-là, ce sera un bouquin de témoignages, parce que c'est ce que je disais à Caroline, c'est la réalité est trop grande et trop puissante pour qu'on essaie de la faire passer pour autre chose, et la fiction a une dimension qui est sacrée aujourd'hui et qu'on doit absolument préserver. Et tu fais déjà plein de petits clins d'œil justement à tes fans, à tes lecteurs à la fin de tes livres, quand tu racontes l'après. Et là, dans celui-là particulièrement, tu racontes tous les endroits où tu as pu dédicacer, les endroits… Et j'en ai oublié, c'est toi qui me l'as fait remarquer d'ailleurs. Je crois que je t'ai dédicacé la joue. Quelques années, voilà, c'était n'importe quoi, mais toute la joue, c'était écrit Gilles. Voilà, c'était ma première dédicace de Gilles. Et tu cites d'autres endroits que tu as dédicacés à la fin de ton roman. Et c'est vrai que c'est fondard parce que il n'y a que toi pour avoir des idées pareilles. C'est vrai que, voilà, on demande… Mais c'est pas que moi, hein, c'est des gens. Hein. Pas forcément. Je pense que tes lecteurs te connaissent bien et se permettent des choses qui ne se permettraient pas forcément avec d'autres auteurs parce qu'il y a une connexion qui se fait avec toi naturellement. On aime tes livres, et du coup, c'est vrai que je pense qu'avec beaucoup de tes fans, tu as une relation privilégiée et assez simple. En fait, les gens viennent vers toi de manière spontanée, naturelle et… Voilà, tu as droit à des bises, à des câlins, à des… C'est la meilleure façon de faire. C'est quand même tragique cette époque où il faut avoir l'air chiant et aigri pour être pris au sérieux. C'est quand même dramatique. Mais c'est vrai. Et est-ce que tu es un lecteur, Gilles? Je ne t'entends plus, Caroline, je ne t'entends plus. C'est vrai, zut alors maintenant. Non, je ne suis pas un lecteur. Je ne suis pas un lecteur et je vais te répondre. C'est une très bonne question. C'est une question qu'on ne pose qu'aux auteurs. Ben non, mais c'est vrai qu'en fait, on est curieux. Là, dans le chat, les gens demandent d'où vient ton inspiration. Ah, mais je vais te répondre. Je vais te répondre. Est-ce que tu demanderais à un champion, à Romain Grosjean, qui a eu un accident dont il s'est mis… Est-ce qu'on demande à un pilote de Formule 1 qui conduit sa bagnole? Est-ce qu'on demande à un chef étoilé qui lui fait sa cuisine? Pourquoi un auteur en stress
serais obligé de lire. Je ne lis pas. Mon job, c'est de cuisiner, c'est pas de manger. Et alors, il y a un truc sur lequel je voudrais… Mais tu goûtes quand même. Oui. J'adore mes collègues. Hein. J'ai plein de copains. Mon épouse, alors, je peux me permettre ce luxe-là aussi parce que j'ai une épouse qui lit énormément et qui, elle, se tient au courant et qui connaît beaucoup de choses et tout. Elle me permet de ne pas avoir l'air ridicule quand je suis avec des potes. Mais pour le coup, c'est vraiment… j'ai arrêté d'écrire j'ai arrêté de lire quand j'ai commencé à écrire parce qu'en fait, je pleurais tout le temps quand je lisais. Tu nous as fait un choc là, à dire que tu avais arrêté d'écrire. Non. Alors là, pour finir, soit quand je lisais, c'était extraordinaire et je me disais, je suis vraiment qu'un cancrelat et j'y arriverai jamais et je pleurais. Soit je me disais, mais comment on peut publier cette daube et écraser des arbres pour ça? Et je pleurais de colère. Donc en fait, j'ai fini par arrêter de lire et je pleure moins. Maintenant, je pleure de joie, je pleure de rire, mais pour le coup, non, mon job, c'est vraiment d'écrire. Et il y a un truc qui est très important, c'est qu'en France, et c'est quasiment le seul pays au monde où on pense ça, on raconte qu'il faudrait avoir beaucoup lu pour savoir écrire. Mais c'est n'importe quoi. Tu peux lire tous les bouquins que tu veux sur le fait de tomber amoureux. Le jour où tu tombes amoureux, tu sais rien. Tu peux lire tous les bouquins que tu veux sur jouer au tennis. Le jour où tu as la raquette à la main, tu ne sais pas jouer. Tu peux lire tous les bouquins du monde sur ce que c'est que d'avoir un cancer. Le jour où tu en chopes un, tu ne sais rien. Donc, en fait, il faut lire les bouquins qui nous touchent et le reste du temps, il faut vivre. Bah oui. Bah c'est bien, au moins comme ça, on le sait. Parce que je crois que plusieurs personnes se posaient la question. C'est intéressant, comme tu dis, on n'est pas obligé d'aimer lire pour écrire et vice-versa. Non, c'est clair. Voilà, donc Gilles Le Gardinier ne sait pas lire, hein, on va retenir. Non, j'en suis à Choupi va sur le pot avec de l'élan et j'aime beaucoup le chapitre 3. Et une petite question dans le chat, est-ce qu'on peut connaître le thème ou l'émotion du prochain roman ou de ton projet actuel? Non. Un petit clin d'œil. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Non, je peux pas parce que alors j'ai le titre, j'ai la couverture, le livre est complètement construit. Tu as la couverture oui, bien sûr. D'accord. Mais tu sais, moi, mes livres, je les développe sur des années. Donc, en fait, celui de 2022, je l'ai déjà en tête et j'ai déjà le titre. Celui de 2023, il est quasiment clair. Celui de 2024, j'en ai une très bonne idée déjà. Ça veut dire que tu écris tu écris plusieurs livres en même temps ou tu as plusieurs projets en même temps? Non, c'est l'un après l'autre. Alors, ça, c'est un truc qui énerve ma femme. Je n'ai aucun plan, je n'ai aucune note. Pour chaque fois que j'ouvre une idée, en fait, c'est un dossier dans ma tête que je nourris. C'est à la fois une technique de feignant, parce que quand tu prends des notes et que tu figes un prénom, que tu figes une action, chaque fois que tu veux la changer, tu es obligé de tout réécrire. Alors qu'en fait, dans la tête, le cerveau humain est extraordinaire pour ça. Dès que tu changes quelque chose, automatiquement, ça relise tout. Et donc, en fait, mes livres sont des dossiers dans ma tête. Et en fait, le jour où je me mets à écrire, hormis quand il y a de la documentation technique, je n'ai pas un seul document écrit à côté de moi. D'accord. Donc, Gilles Le Gardinier, le robot, hein, c'est ça? le robot qui ne lit pas. Le robot qui ne lit pas. Ça va ensemble. Non, mais ouais, normalement. Du coup, ça veut dire qu'on a plein de futurs romans de toi à lire dans les années qui viennent, puisque tu as déjà tout en tête. Pour quelques années, ouais. Là, j'en vois 5-6 encore. Mais il y a un truc, c'est marrant que tu dises ça, Caroline, parce qu'il y a un truc qui, pour moi, sera différent, et vous en serez les témoins. Hein. C'est quand j'aurai plus rien à écrire, j'arrêterai. Je ne ferai pas le bouquin de trop. Je ne vous proposerai toujours que ce que j'ai vraiment envie à 100 000% de partager. Mais jamais, enfin, je ne prendrai pas la place de quelqu'un d'autre. Je ne vous ferai pas perdre votre temps. Je ne vous ferai pas perdre votre argent. Je trouve ça, c'est indigne. Bah, c'est sincère, écoute, c'est tout toi en fait. T'as bien raison. Je sais pas. Bah, si. Trop vieux pour changer. L'heure a filé, il est déjà 20h. Je voulais en profiter pour dire que dans 15 jours, on va recevoir une auteure que j'ai rencontrée grâce à toi. Je l'ai rencontrée à la soirée de lancement du Premier Miracle. C'est Valérie Perrin. Et du coup, je l'ai rencontrée ce soir-là et c'est un formidable souvenir. Alors, c'est toi qui as fait le lien entre elle et moi. Il faut quand même que je vous parle de Valérie. C'est vraiment une femme extraordinaire. Et on a en commun quelque chose, c'est que Valérie n'écrit pas pour ni être connue, ni pour… elle écrit parce qu'elle a ça dans le cœur et que c'est des histoires qu'elle porte. Il y a peu d'auteurs aujourd'hui qui ont sa sincérité, je m'en sens proche. C'est vraiment une amie, on est très, très potes. Et honnêtement, voilà, je suis très, très content de voir la place qu'elle prend. Elle, c'est pas une fausse gentille. Elle, c'est pas c'est vraiment quelqu'un de bien.
On est d'accord. On est tous d'accord. Moi, j'avais fait un apéro littéraire à Paris avec Valérie. C'était si extraordinaire. Et c'était en vrai. C'était sympa aussi en vrai. Vous l'embrasserez pour moi. Avec plaisir. Voilà, donc pour qui ça intéresse, ça sera dans 15 jours, le mercredi 16 décembre avec Valérie Perrin. Et on vous prépare aussi, du coup, comme on est dans le timing, une petite surprise pour le mercredi 30 décembre à 19h. T'en dis pas plus, Caro? Tu dis pas? Oh, tu veux que je raconte alors? Alors, ok. Surtout que Gilles avait participé au premier, tu avais participé à l'Amour c'est. Voilà. Ah donc, oui, superbe. Très beau projet. Oui, sans savoir que l'Enfance c'est est sorti le jour du confinement. Donc là, maintenant que les librairies ont rouvert et que Noël arrive, je vous recommande vivement d'aller en librairie pour le consulter, le feuilleter et l'offrir parce qu'il est, c'est une bulle de douceur. Et le 30 décembre, pour fêter l'année en beauté, malgré tout, pour se faire un peu du bien, on a convié toutes les personnes qui ont participé au recueil à faire un apéro des carreaux. Voilà. Donc, ça sera le fondateur Jack Corr qui sera le chef d'orchestre. Et bien sûr. Les contributeurs peuvent venir nous lire leurs phrases. Voilà, on essaiera de finir l'année en beauté et en joie, tous ensemble. Voilà, pour qui veut, donc ça sera le 30 décembre. Walou. Voilà. Donc, plein de merci à tous. Merci à vous tous. Merci Gilles. C'était trop chouette. Merci beaucoup. Merci pour cette belle heure passée ensemble. Merci pour ce que vous faites. On se fait juste une dernière. Pardon, on se fait une dernière photo de fin avec des grands sourires parce qu'on a passé un excellent moment. Et Gilles, je t'envoie. Merci à tous. Merci Gilles. Je vous enverrai, Gilles, on t'enverra toutes les réactions dans le chat. Comme ça, je crois que tu n'as pas assez de courrier en ce moment. Tu auras un petit peu de lecture. Voilà. En fait, c'est ça que tu vas aller répondre à ma question. Tu ne lis pas de livres, mais tu lis des courriers. Oui. Mais à chaque fois, ce sont des livres. Hein. Et il y a de grands auteurs. Hein. Merci infiniment. Merci mille fois. Merci. Merci beaucoup.